Veux-tu connaître le secret qui n'est écrit dans aucun livre, qui ne peut être acheté et qui ne sera jamais offert sur un plateau? Veux-tu ressentir, et pas seulement comprendre, quelque chose qui vibre comme un murmure venu des profondeurs de la terre? Quelque chose qui, si tu l'entends, changera à jamais ta façon de voir le monde et de te voir toi-même? Alors ferme les portes au bruit du dehors et ouvre tes sens à ce qui ne se dit pas, mais qui se perçoit comme un frisson remontant le long de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de retour possible une fois ce seuil franchi. Ce que je vais te montrer n'est pas une histoire, c'est une invitation à traverser le territoire où la raison et le mystère se fondent, où les symboles cessent d'être des dessins pour devenir des clés. Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent endormis, convaincus d'être éveillés. Et c'est dans ce sommeil collectif que les symboles restent invisibles, non pas parce qu'ils ne sont pas devant nous, mais parce que nous ne savons pas comment regarder. Certains pensent que les symboles sont des reliques d'un passé mort, des choses qui ne servent qu'à illustrer des livres d'histoire ou à orner des temples abandonnés, mais pour celui qui ose voir, ce sont des cartes codées, des diagrammes de feu et de silence, qui indiquent des régions de l'âme où nous n'osons presque jamais entrer. C'est là que commence l'énigme du vitriol, un assemblage de lettres qui, pour beaucoup, n'est qu'un vestige médiéval, mais qui, pour l'initié, est comme une lame affûtée prête à trancher les chaînes de l'ignorance. Imagine un apprenti, il y a des siècles, demandant au maître alchimiste quel était le plus grand secret de l'art. Et le maître, sans hésiter, répond « in vitriol ». Aucune explication, aucun sourire, seulement le mot lancé comme une graine. Quelle vérité peut bien tenir en 7 lettres? Pour comprendre, il faut accepter que le monde visible n'est que la surface d'un océan. Le vitriol n'est pas seulement un code, c'est une formule sacrée. Visita interiora terrae, rectificando invenies, occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La traduction est simple, le sens, jamais. La terre ici n'est pas le sol sous tes pieds, mais la matière brute qui compose ta propre existence. La descente se fait vers l'intérieur et non vers le bas. La mine, c'est l'esprit. La pierre, c'est le noyau de ton essence. N'attends pas une marche paisible. Ce chemin n'est pas pour ceux qui se satisfont de réponses faciles, mais pour ceux qui acceptent de traverser le labyrinthe de leur propre ombre. Georges Gurdjieff avertissait que l'homme ne peut changer s'il ne se connaît pas, et qu'il ne peut se connaître s'il n'ose pas se voir tel qu'il est réellement. Et se voir vraiment est douloureux. C'est comme ouvrir une porte qui révèle non seulement des trésors, mais aussi des monstres longtemps enfermés. Le vitriol exige ce courage, descendre là où la lumière ne pénètre pas, affronter ce que tu as passé ta vie entière à essayer d'oublier. Et pourtant, ce n'est que la première exigence, car l'ajout le plus crucial de la formule se trouve dans le mot « rectifier ». Il ne suffit pas de trouver la matière brute, il faut la purifier, l'affiner, dissoudre l'impur jusqu'à ce qu'il ne reste que l'étincelle lumineuse qui a toujours été là. Cette étincelle est la véritable pierre philosophale. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas un élixir, ce n'est pas une promesse d'immortalité physique, c'est la transmutation de l'être lui-même. C'est le passage d'une conscience fragmentée et illusoire à un état éveillé, intègre et lumineux. Et pourtant, ce chemin reste caché à la plupart parce que, comme l'enseignait Gurdjieff, nous sommes tellement hypnotisés par les reflets du monde que nous prenons l'éclat faux pour la vraie lumière. Nous préférons le confort des ombres familières au risque d'affronter la clarté qui peut t'aveugler avant d'illuminer. Pense aux fois où tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus derrière les événements, comme si la réalité essayait de te révéler un secret. Peut-être fut-ce un rêve resté gravé pendant des années, ou une rencontre apparemment fortuite qui a changé le cours de ta vie. Ce sont là des échos de l'appel. Le vitriol n'est pas une théorie, c'est un appel à répondre à ces signes, à descendre consciemment dans la mine intérieure avant que la vie ne t'y contraigne par la douleur, car elle le fera. Tôt ou tard,
Nous sommes tous conduits à un point où rien de ce que nous avons accumulé à l'extérieur ne peut réparer ce qui s'est brisé à l'intérieur. Mais attention, cette descente n'est pas une plongée aveugle. C'est un acte délibéré de celui qui a compris que le monde ne se déchiffrera pas en regardant seulement vers l'extérieur. C'est comme si chaque pas vers le centre était accompagné de voix anciennes, de maîtres et d'alchimistes chuchotant que chaque couche d'illusion ôtée rapproche davantage du réel. Et le réel n'est pas confortable. Le réel est brûlant comme le feu et froid comme la pierre. C'est le silence et l'explosion. C'est la présence sans masque. C'est la vérité qui ne se négocie pas. Alors je te demande, veux-tu vraiment savoir ? Veux-tu vraiment poser les pieds sur cette route en sachant que tu ne pourras pas revenir en arrière ? Car le vitriol n'est pas un passe-temps pour les nuits de curiosité. C'est un levier qui, une fois actionné, déplace non seulement ta vie, mais la manière même dont tu existes dans le monde. Et c'est pourquoi si peu répondent à l'appel. Parce qu'au fond, ils savent que c'est à la fois la promesse et la menace. En visitant l'intérieur de ta propre terre, en rectifiant tout ce que tu y trouveras, tu ne ressortiras pas le même. Ce qui naîtra de cette alchimie, seul le chemin pourra le révéler. Vitriol, cette lettre qui, à première vue, ne semble pas porter plus de poids que n'importe quel autre mot oublié dans les vieux livres. Mais lorsqu'on le répète avec attention, quelque chose en lui vibre différemment, comme un écho, un son intérieur que l'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec la partie la plus silencieuse de soi-même. Visita interiora terrae, rectificando, invenis occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et, en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Beaucoup lisent cette phrase et imaginent des grottes, des tunnels, des fouilles. Mais la terre qu'il faut visiter est faite de souvenirs, de douleurs, de choix et de vérités que tu as préféré ne pas affronter. La descente vers cet intérieur n'est pas un acte romantique. Ce n'est pas comme dans les films où le héros entre dans la caverne et trouve dès la première salle le trésor brillant. C'est plutôt comme revenir dans cette vieille maison de l'enfance où il y a un grenier que tu n'as jamais ouvert par peur de ce que tu pourrais y trouver. C'est l'odeur de poussière, mêlée à des souvenirs qui reviennent sans demander la permission. C'est trouver de vieilles lettres qui révèlent des vérités que personne n'a voulu dire. C'est regarder des photographies qui ont figé un temps où tu étais quelqu'un que tu n'es plus, et en même temps quelqu'un que tu n'as jamais cessé d'être. Pour celui qui vit en 2025, ce voyage peut commencer dans un moment apparemment banal. Peut-être dans le silence après le dîner, quand la maison est calme et que tu sens qu'à l'intérieur, quelque chose demande ton attention. Peut-être en regardant par la fenêtre et en réalisant que les années sont passées comme un souffle et que beaucoup de choses sont restées en chemin. Non seulement des opportunités, mais des parties de toi-même que tu as laissées derrière pour pouvoir survivre. À cet instant, peu importe ce que montrent les réseaux sociaux ou ce que disent les informations, l'appel est intime. C'est comme si le monde extérieur continuait de tourner, mais que toi, tu étais immobile, écoutant une voix ancienne te murmurer « Descends ». Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit fragmenté, croyant être entier. La descente du vitriol est le processus qui te permet de voir, couche après couche, où tu t'es brisé. Et cela ne se fait pas sans résistance. Les premières réactions consistent souvent à expliquer ou justifier ce que tu trouves. Tu te surprends à dire « c'était ainsi parce qu'il n'y avait pas d'autre choix » ou « j'ai fait du mieux que j'ai pu ». Et peut-être est-ce vrai, mais la rectification, le second mouvement du vitriol, exige plus que de justifier, elle exige de purifier. Il ne s'agit pas de se condamner, mais de reconnaître ce qui doit être jeté au feu de la conscience pour ne plus peser. Imagine quelqu'un qui a vécu des décennies, a accumulé des rancunes, gardant chaque blessure comme on empile des boîtes dans une cave. De l'extérieur, sa vie semble en ordre. Il remplit ses obligations, est respecté, peut-être même admiré. Mais à l'intérieur, l'air est lourd. Il n'y a pas de place pour le neuf, car tout est occupé par des souvenirs amers. La descente intérieure commence lorsqu'un jour, cette personne décide d'ouvrir la cave.
Au début, elle y entre seulement pour mettre un peu d'ordre. Mais en fouillant les boîtes, elle se rend compte qu'elle tient entre ses mains des choses qu'elle ne se souvenait plus avoir. Des souvenirs d'injustice, de trahison, de décisions qu'elle aurait préféré oublier. Et là, les mains couvertes de poussière, elle comprend. On ne peut plus empiler par-dessus, il faut vider, il faut laisser partir. La rectification, c'est cela. Prendre chaque souvenir, chaque vérité et chaque mensonge et les passer au crible de la conscience. Ce qui est encore utile, tu le gardes avec gratitude. Ce qui ne l'est plus, tu le rends au feu. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de transformer ta relation avec lui. Et c'est l'une des parties les plus douloureuses, car cela implique d'accepter que certaines blessures ne se sont pas refermées, non par manque de temps, mais par manque de courage pour les nettoyer. Qui aujourd'hui, à 40, 50 ou 60 ans, ne porte pas en soi la sensation qu'il existe des questions restées sans réponse? Combien de fois t'es-tu demandé « Et si j'avais agi autrement ? Et si j'avais dit ce que je ressentais ? Et si j'étais resté au lieu de partir ? Ou parti au lieu de rester ?» Le chemin du vitriol n'efface pas ces questions, mais change l'endroit d'où elles sont posées. Au lieu d'être des chaînes qui te retiennent, elles deviennent des portails vers la compréhension de parties de toi qui n'ont pas encore mûri. Et il faut le dire, cette descente n'est pas linéaire. Tu n'ouvriras pas une carte avec des flèches te menant directement à la pierre cachée. Le chemin est fait d'aller-retour, de jours où tu te sens plus léger et d'autres où tu as l'impression de t'enfoncer davantage. Il y a des nuits où, allongé dans ton lit, tu ressens le poids de tout ce que tu as vécu. Et dans ces moments, il est tentant de refermer la porte et d'essayer d'oublier. Mais c'est précisément là que la transformation est la plus proche. En alchimie, trouver la matière brute n'est pas la fin, ce n'est que le début. Le véritable travail commence avec la rectification. Chauffer, dissoudre, séparer l'impur du pur, réorganiser ce qui semblait chaos. En termes humains, cela signifie changer la manière dont tu te perçois, cesser de te voir comme un personnage figé et commencer à te percevoir comme un être vivant, en constante évolution. Gurdjieff avertissait « L'homme ne peut échapper à lui-même, il ne peut que devenir différent. Et c'est dans ce devenir que la pierre cachée commence à briller. » Cependant, n'attends pas d'applaudissements. La descente du vitriol est solitaire. Les amis et la famille peuvent ne pas comprendre. Certains diront que tu exagères, que le passé doit rester dans le passé. D'autres s'éloigneront, car ils ne veulent pas que ta quête les oblige à regarder leurs propres blessures. Et c'est dans cette solitude que la voix intérieure devient plus claire. Au fond, ce voyage est un choix entre deux vies. Continuer à vivre en surface, réagissant aux circonstances, ou plonger dans ta propre essence, prêt à perdre les illusions pour gagner la vérité. Il n'y a pas de juste milieu. Et ce choix ne se fait pas une seule fois. Il se renouvelle chaque jour, chaque matin où tu décides de ne pas anesthésier la douleur, chaque conversation où tu choisis de dire la vérité au lieu de répéter de vieux scénarios, chaque instant où tu te permets de ressentir au lieu de te cacher, tout cela est rectification. Tu pourrais te dire, mais n'est-ce pas dangereux? Et si je trouvais quelque chose avec lequel je ne peux pas vivre? Oui, c'est dangereux. C'est pourquoi si peu répondent à l'appel. Mais il y a un danger encore plus grand à ne pas descendre, vivre toute une vie éloignée de ta propre vérité. Car tôt ou tard, la pierre cachée se manifestera, que ce soit comme une crise ou comme une révélation. La différence, c'est que lorsque tu choisis le chemin du vitriol, tu la trouves préparée, conscient et disposé à l'accueillir. Et quand cela arrive, quand après des jours, des mois ou des années de descente et de purification, tu perçois qu'au plus profond de toi quelque chose a changé, tu comprends que la pierre n'a jamais été perdue. Elle a toujours été là, attendant que tu la déterres. Non pas comme un objet sacré à enfermer dans une vitrine, mais comme une force vivante, capable d'éclairer chaque recoin de ta vie. Et à cet instant, tu comprends que le chemin valait chaque pas, et que même si le monde extérieur reste le même, tu ne seras plus jamais la personne qui a commencé cette marche. Il existe des symboles que l'on regarde rapidement avant de passer son chemin, comme s'il ne s'agissait que de dessins curieux dans un vieux livre.
Mais il en est d'autres qui, lorsque l'on fixe le regard sur eux, commencent à nous regarder en retour. L'emblème du vitriol est de ceux-là. Un cercle parfait, des figures mystérieuses, des mains surgissant des nuages, des astres versant leur lumière dans un calice, des créatures ailées, des lions, des étoiles à 7 branches. Tout semble décousu, jusqu'à ce que quelque chose, en vous, pressente qu'il existe un ordre, un code, qui ne se livre pas à celui qui se contente d'observer. Il faut y entrer. Gurdjieff disait que les symboles n'expliquent rien à celui qui ne possède pas l'expérience intérieure correspondante. On peut les étudier pendant des décennies et pourtant rester devant une porte fermée. Mais au moment où l'on commence à vivre ce qu'il représente, le symbole cesse d'être une simple image pour devenir un miroir. Le cercle de l'emblème du vitriol est ce portail silencieux. Il n'entoure pas seulement la figure, il délimite un espace sacré séparant ce qui est à l'extérieur, le monde de la distraction, de l'oubli, de la hâte, de ce qui est à l'intérieur, le territoire de la transformation consciente. À l'intérieur de ce cercle, 2 mains sortant des nuages sont comme des maîtres invisibles indiquant des directions. L'une désigne Saturne, dense et froid, symbole du plomb, la matière brute, lourde, résistante au changement. L'autre désigne Jupiter, expansif et lumineux, symbole de l'étain, l'élévation, la sagesse qui se déploie lorsque l'âme est purifiée. Impossible de ne pas se demander, sous l'influence de quelle force vivez-vous le plus souvent? Êtes-vous prisonnier du poids de Saturne, répétant des schémas et des croyances héritées, ou ressentez-vous déjà l'appel de Jupiter, qui invite à aller au-delà de ce que vous avez toujours été? Ces forces ne sont pas là pour que l'on en choisisse une et que l'on rejette l'autre. L'alchimie enseigne que la transformation n'est pas une fuite d'un pôle vers l'autre, mais une intégration. Le plomb ne doit pas être méprisé, mais transmuté. La croissance de Jupiter ne doit pas gonfler l'ego, mais servir l'équilibre. C'est comme si l'emblème lui-même posait la question. Comment gérez-vous les polarités en vous? Cherchez-vous à faire taire une part pour que l'autre domine, ou tentez-vous de les harmoniser, même si cela exige patience et inconfort? Et juste au-dessus de ses mains, 2 astres versent leur essence dans un calice central, le soleil et la lune. Ils ne se font pas concurrence, ne cherchent pas à s'éclipser mutuellement. Le soleil, actif et incandescent, représente la force créatrice, l'action et la clarté. La lune, réceptive et douce, garde le mystère, l'intuition et la capacité de refléter. Dans le calice, ils s'unissent, non pas comme des ennemis réconciliés, mais comme les parties d'un même être. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous vivez déchiré entre agir et attendre, entre imposer votre force et céder au flux? Peut-être que la clé n'est pas de choisir, mais d'apprendre à mêler ces essences dans votre propre calice intérieur. Le calice, en alchimie, est le réceptacle de la grande œuvre. Il peut s'agir d'un instrument de laboratoire physique, mais, au sens le plus profond, c'est l'âme humaine elle-même. C'est en elle que le soleil et la lune, vos forces actives et réceptives, se dissolvent et se retrouvent. Et combien de personnes, en entendant cela, ne pensent-elles pas « Mais comment réaliser cette union ?» Peut-être que la réponse n'est pas de chercher encore davantage à l'extérieur, mais de commencer à remarquer les moments où le soleil et la lune agissent déjà ensemble dans votre vie. Un geste de fermeté tempéré par la compassion, une parole décidée prononcée avec douceur. C'est dans ce décor que surgit Mercure, l'androgyne divin, celui qui circule entre le haut et le bas, le visible et l'invisible. En alchimie, sans Mercure, rien ne se transforme. Il est le messager, mais aussi le pont. Assez souple pour prendre diverses formes et assez ferme pour unir ce qui semblait impossible à unir. N'est-il pas curieux que, dans la vie, nos plus grands progrès viennent souvent de notre capacité à être malléables sans perdre notre essence? Comment exercez-vous ce rôle de médiateur en vous-même, intégrant des parts qui paraissaient irréconciliables? Au centre du diagramme repose le globe surmonté de la croix. C'est le symbole de celui qui a dominé la matière sans en être dominé. Dans le christianisme ésotérique,
Il représente le Christ comme Rex Mundi, le roi du monde, non pas parce qu'il règne par la force extérieure, mais parce qu'il a conquis son propre royaume intérieur. Et voici une provocation. À quoi bon conquérir le monde extérieur, accumuler titres, biens et reconnaissances, si votre royaume intérieur demeure en ruine? Combien d'entre nous passent des décennies à tenter de contrôler les circonstances, tout en fuyant la seule conquête qui compte vraiment? Chaque élément de l'emblème est une leçon condensée. Le lion représente le feu du soufre, l'aigle apporte le vol de Mercure, l'étoile à 7 branches garde le sel, le corps qui soutient l'âme. Les chaînes qui les relient rappellent que rien n'est isolé, que tout interagit, même ce qui reste invisible à nos yeux. Et les 2 sphères, ciel et terre, réaffirment le principe hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il n'existe aucune partie de votre vie qui ne reflète votre état intérieur et aucun état intérieur qui ne se manifeste pas dans ce que vous vivez extérieurement. Avez-vous remarqué comme certains schémas se répètent jusqu'à ce que quelque chose en vous change enfin? Peut-être que la question que l'emblème nous pose, silencieusement, est celle-ci. Vous contentez-vous d'observer les symboles ou leur permettez-vous de vous transformer? Car en vérité, chaque figure, chaque trait, chaque correspondance n'est pas là pour satisfaire la curiosité intellectuelle, mais pour provoquer un mouvement réel. Et ce mouvement commence lorsque vous cessez de voir l'emblème comme quelque chose de lointain et que vous commencez à le percevoir comme une carte de votre propre psyché. Si vous sentez qu'une partie de ce symbole a déjà touché quelque chose en vous, peut-être un détail qui paraissait insignifiant, peut-être un lien inattendu avec votre propre histoire, partagez-le. Non pas parce que votre expérience doit être validée par d'autres, mais parce qu'en la mettant en mots, vous commencez à donner forme à ce qui, auparavant, était dispersé. Et qui sait, peut-être que vos mots seront précisément le fil qu'un autre chercheur attendait pour poursuivre sa propre route. Les 7 métaux de l'alchimie ont toujours exercé une fascination silencieuse sur ceux qui osent regarder au-delà de la matière. Il ne s'agit pas seulement de substances brillantes ou denses, extraites des entrailles de la Terre. Chacun d'eux est un archétype, un miroir d'un état de conscience, une étape sur le chemin que le vitriol décrit avec rigueur et mystère. Et ce qu'il y a de plus déconcertant, c'est de constater à quel point ces étapes, décrites par des moines alchimistes il y a des siècles, continuent de refléter les drames, les choix et les dilemmes que nous vivons aujourd'hui, en 2025, au cœur d'une ère saturée de technologie et de distractions. Le premier est le plomb de Saturne, le plus lourd, le plus résistant au changement, le plus sombre. Il représente l'état initial du chercheur, lorsqu'il est encore enlacé dans les chaînes de l'ignorance et de l'automatisme. Pensez à ces moments où vous avez vécu des années à répéter des routines qui ne vous nourrissaient pas, croyant avancer alors qu'en réalité vous tourniez en rond. Saturne est le poids de toutes les promesses non tenues envers soi-même. Au Moyen-Âge, il était craint car il symbolisait la lenteur, la mélancolie, la mort. Mais il était aussi respecté comme gardien de la patience et du temps. Ce qui est curieux, c'est que même aujourd'hui, dans un monde qui valorise la vitesse, l'épreuve de Saturne reste incontournable. Sans affronter et comprendre ce poids, rien de véritable ne peut être construit. Vient ensuite l'étain de Jupiter, avec son expansion généreuse. Il est le premier souffle d'air frais après l'oppression de Saturne. Dans les traités alchimiques, l'étain était associé au roi juste et à la sagesse qui gouverne avec équilibre. Il est facile de reconnaître cette étape dans la vie. C'est le moment où vous commencez à remettre en question ce que vous acceptiez auparavant sans réserve, lorsque des lectures, des conversations ou des expériences élargissent votre horizon et vous font pressentir qu'il y a plus. Mais Jupiter, avec toute sa promesse de croissance, met aussi le chercheur à l'épreuve. L'expansion sans structure se transforme en dispersion. Combien de fois avez-vous lancé de nouveaux projets ou exploré de nouvelles voies pour finalement les abandonner une fois l'euphorie passée? L'étain enseigne que la sagesse ne consiste pas à accumuler les possibilités, mais à apprendre à les orienter. Mars arrive tel un fer incandescent.
impossible d'avancer sans l'affrontement qu'il exige. Les textes anciens décrivaient Mars comme la planète de la guerre, mais pas seulement des guerres extérieures. La véritable bataille est intérieure. C'est ici que le chercheur est appelé à détruire les illusions, à couper les liens nocifs, à brûler les attachements qui l'empêchent de progresser. L'histoire est pleine d'exemples. Des moines ayant renoncé à leur fortune, des dirigeants ayant défié leur propre cour pour défendre la vérité, des scientifiques ayant sacrifié leur réputation pour soutenir une découverte. Dans la vie quotidienne, cette étape se manifeste lorsque vous dites enfin « assez » à quelque chose qui minait votre existence depuis des années. Mars n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Le fer se forge dans le feu, et il en va de même pour l'âme. Vénus et le cuivre arrivent comme un baume après l'acier de Mars. Ici, la destruction laisse place à la réconciliation. Le cuivre, malléable et conducteur, symbolise la capacité d'unir ce qui semblait incompatible, le masculin et le féminin, le rationnel et l'intuitif, le visible et l'invisible. C'est l'étape où le chercheur commence à voir de la beauté même dans les moments de douleur, comprenant qu'ils l'ont aussi façonné. Fait curieux, à la Renaissance, artistes et alchimistes considéraient le cuivre comme le métal des muses, persuadés que l'harmonie créative ne fleurit que lorsque des forces opposées trouvent la paix. Peut-être est-ce pourquoi, à ce stade du chemin, beaucoup ressentent un élan de créer. Écrire, peindre, composer, cuisiner, comme si l'intégration intérieure se reflétait par l'expression extérieure. Puis surgit Mercure, le plus insaisissable de tous. Aucune étape n'est aussi difficile à saisir, car il est pur mouvement. Mercure est à la fois physique et spirituel, liquide et gazeux, fixe et volatile. Il est l'agent qui dissout les barrières et reconnecte ce qui fut séparé. Les anciens l'appelaient Spiritus Mercurialis, l'esprit qui voyage entre les mondes. Dans la vie pratique, ce moment survient lorsque vous découvrez une nouvelle capacité d'adaptation, lorsque vous réalisez que vous pouvez changer de forme sans perdre votre essence. C'est aussi le moment où vous commencez à sentir, même subtilement, que le moi que vous défendiez avec tant d'ardeur n'était qu'un masque temporaire. L'argent de la lune apporte un reflet plus doux, mais tout aussi profond. C'est le temps de la contemplation, de la vision claire de soi. L'argent pur est brillant mais non aveuglant. Dans les anciens miroirs, polis avec ce métal, on croyait que non seulement l'image physique se reflétait, mais aussi l'état de l'âme. À cette étape, vous commencez à percevoir que les illusions les plus dangereuses ne sont pas celles que le monde vous impose, mais celles que vous cultivez vous-même pour supporter la vie. La lune invite à une introspection radicale, à regarder en soi, sans précipitation comme on observe le cycle des marées. Et dans ce silence, une question émerge peut-être en vous. Combien de choses que vous tenez pour vraies résisteraient à une lumière claire? Enfin, l'or du soleil, l'apogée de l'œuvre. C'est la perfection symbolique, l'état de conscience éveillé. Mais un paradoxe apparaît. En atteignant l'or, le chercheur comprend qu'il n'existe pas de point final. L'or n'est pas une récompense ultime, mais une manière d'être au monde. C'est la compréhension que la pierre philosophale n'a jamais été un objet caché, mais le façonnement de soi jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que l'essentiel. Rois et empereurs l'ont recherché, mais seuls ceux qui ont accepté de mourir à leur ancien moi ont pu l'apercevoir. Dans l'alchimie, l'or est incorruptible. Dans l'âme, c'est la lucidité qui demeure même lorsque tout autour change. Ce qu'il y a de plus intrigant, c'est que dans chaque vie, ces 7 étapes ne suivent pas un ordre unique et rigide. Nous pouvons en vivre plusieurs à la fois ou revisiter les mêmes des années plus tard avec une autre profondeur. La séquence idéale n'est qu'une carte. Le territoire réel se façonne selon les circonstances, les choix et même les chutes. Et, tout comme les alchimistes devaient répéter leurs expériences de nombreuses fois, le chercheur doit refaire le voyage intérieur aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que l'or soit plus qu'un simple éclair passager. Au fond, ce que ces métaux révèlent, c'est que la transformation est inévitable.
La question est de savoir si elle se produira consciemment ou si elle sera imposée par les circonstances. Dans un monde comme celui de 2025, où l'information circule plus vite que la compréhension, peut-être que la grande œuvre consiste précisément à ralentir suffisamment pour percevoir à quelle étape vous vous trouvez, et à choisir d'avancer, même si l'étape suivante est incertaine. Après tout, comme le rappelle l'essence même de l'alchimie, rien de vrai ne craint d'être transformé. S'il existe un point où convergent tous les chemins du vitriol, il se trouve dans le corps humain, non pas au sens purement biologique, mais comme le véritable laboratoire de la grande œuvre. Ce que la plupart des gens appellent « vie intérieure » ne dépasse que rarement un ensemble de pensées désordonnées et d'émotions automatiques. Mais pour le chercheur, le corps est bien plus que chair et os. C'est un champ d'énergie, un ensemble de centres, une architecture invisible où chaque mouvement, chaque sensation, chaque pensée a un effet direct sur la transmutation. Des traditions védiques jusqu'aux traités hermétiques, on retrouve la description de 7 centres d'énergie, les chakras, qui, de manière surprenante, correspondent avec précision aux étapes alchimiques déjà parcourues. L'or du cœur, l'argent de l'esprit intuitif, la fluidité de Mercure dans la couronne, l'expansion stable de Jupiter dans le plexus solaire, le feu purificateur de Mars dans le centre sacré, l'harmonie de Vénus dans la gorge et, enfin, le plomb de Saturne à la racine. Il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence symbolique, c'est une carte. L'énergie vitale circule à travers ces centres et chacun d'eux contient à la fois une potentialité lumineuse et une ombre qui le maintient fermé. Peut-être le plus fascinant est-il de constater que ces centres ne s'ouvrent pas uniquement grâce à des pratiques mystiques ou des méditations formelles. Ils peuvent aussi se débloquer au fil des événements de la vie. Le chakra du cœur, par exemple, peut rester protégé pendant des décennies jusqu'à ce qu'une perte profonde ou une rencontre inattendue l'oblige à s'ouvrir. Le troisième œil, lié à la lune et à l'argent, peut s'activer par une intuition si claire qu'elle balaie tout doute rationnel. Le plexus solaire, avec la force de Jupiter, peut éclore après une décision courageuse qui change complètement le cours de votre vie. Mais il y a un point décisif. Ouvrir un centre n'est pas la même chose que le maintenir ouvert. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils vivent une expérience intense, une révélation, une expansion soudaine et pensent que le travail est terminé. Mais, comme le rappelait Georges Gurdjieff, l'homme n'est pas ce qu'il pense être, mais ce qu'il est capable de faire de façon répétée. L'ouverture doit être consolidée par l'action, et l'action doit être alignée à la conscience. Sinon, tout se dissipe comme la fumée. À ce niveau, le vitriol cesse d'être une simple formule et devient une manière de vivre. Visiter l'intérieur de la Terre devient une pratique constante. Observer ce qui se meut en soi, identifier les émotions et pensées qui émergent, les reconnaître et choisir comment agir à partir d'elles. La rectification n'est pas un rituel unique, mais un processus quotidien de purification et d'organisation intérieure. Et la pierre cachée cesse d'être un objectif lointain pour devenir une présence silencieuse qui guide chaque geste, chaque parole, chaque choix. Quand cette compréhension s'installe, vous commencez à voir que tout le parcours jusqu'ici, du plomb lourd à l'or illuminé, n'était en réalité qu'un entraînement pour reconnaître et aligner ses forces en vous. Il n'y a plus de séparation entre ce qui est spirituel et ce qui est quotidien. Ce qui paraissait abstrait se révèle désormais dans les petites choses, dans la manière dont vous respirez avant de répondre à quelqu'un, dans la façon dont vous gérez un imprévu, dans le choix de dire la vérité même lorsqu'il serait plus facile de mentir. C'est dans ces instants que la grande œuvre se manifeste, non pas dans les livres, non pas dans les symboles, mais en vous. Et pourtant, il existe un dernier défi à ne pas ignorer. Arrivés à ce stade, beaucoup ressentent la tentation de s'isoler, de garder la lumière pour eux seuls, comme si le monde extérieur n'était pas digne ou prêt. C'est un piège subtil. L'alchimie intérieure n'a pas été faite pour rester confinée.
La pierre philosophale que vous avez façonnée en vous ne s'accomplit pleinement que lorsqu'elle entre en contact avec le monde, non pour être exhibée, mais pour transformer. Et transformer, ce n'est pas convaincre les autres, mais être présence, être exemple, être action cohérente. Le chemin jusqu'ici a été fait de descentes et de montées, de batailles intérieures, de silences nécessaires. Et maintenant, ce qui se tient devant vous n'est pas seulement un symbole de plus à déchiffrer, mais un choix conscient. Rester dans le confort de la compréhension théorique ou faire le pas qui vous mènera à vivre le vitriol dans le monde réel. Ce n'est pas un choix léger, car il implique d'abandonner les justifications, de rompre avec les schémas établis et d'assumer la responsabilité d'être, en vérité, un alchimiste vivant. C'est peut-être la question que l'emblème vous poserait maintenant s'il pouvait parler. Êtes-vous prêt à mettre en pratique ce que vous avez appris au point de transformer votre vie en un témoignage silencieux de ce que vous avez trouvé? Car c'est précisément ici que commence la 6e partie. Non pas comme théorie, mais comme plan d'action. Et la décision d'avancer, plus que tout symbole, sera le véritable sceau de votre grande œuvre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que le vitriol n'est pas un concept lointain, enfermé dans de vieux livres ou dans les symboles mystérieux des alchimistes. C'est avant tout un appel à agir. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, de frissonner devant les connexions symboliques ou de s'émerveiller de la beauté du chemin. La transformation que vous recherchez ne se produira que lorsque vos pieds toucheront la route, lorsque votre vie, dans chacun de ses détails, commencera à refléter ce qui a été éveillé en vous. Le plan pratique que je souhaite partager maintenant n'est pas une formule magique, car les formules magiques n'existent pas, mais un ensemble d'actions conscientes qui, si elles sont appliquées avec discipline et sincérité, peuvent changer non seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes. La première stratégie est l'auto-observation délibérée, pas celle qui se produit par hasard lorsque quelque chose attire notre attention, mais un engagement quotidien à être présent avec soi-même. Choisissez au moins 3 moments dans la journée pour vous arrêter, respirer profondément et observer ce qui se passe en vous. Quelles sont les pensées dominantes à cet instant? Quelles émotions sont les plus fortes? Comment réagit votre corps? Il ne s'agit pas de juger ni de chercher à changer quoi que ce soit sur le moment. Il s'agit de voir avec clarté. Comme le disait Gurdjieff, vous ne pouvez pas changer ce que vous ne connaissez pas. L'auto-observation est la base de toute rectification. La deuxième stratégie est le travail conscient avec les polarités. Vous vous souvenez des mains sur l'emblème pointant vers Saturne et Jupiter? Nous les portons tous en nous, la force qui restreint et celle qui dilate. Choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez soit prisonnier, soit trop dispersé. Si vous êtes prisonnier, ouvrez de petites brèches, de nouveaux apprentissages, de nouveaux contacts, de nouveaux lieux. Si vous êtes dispersé, fixez des limites claires, des horaires, des priorités. Ce mouvement n'est pas théorique. Vous sentirez de la résistance, et c'est précisément là que commence l'alchimie. La troisième stratégie est la purification continue. Tout comme l'alchimiste doit séparer le pur de l'impur pour obtenir la pierre philosophale, vous devez éliminer les résidus émotionnels et mentaux qui freinent votre progression. Réservez chaque semaine un moment pour écrire à la main tout ce qui vous pèse ou vous dérange. Ensuite, lisez-le à voix haute et brûlez le papier comme un rituel symbolique de remise et de détachement. Ne sous-estimez pas cet acte. En transformant quelque chose d'intérieur en matière physique, puis en le dissolvant dans le feu, vous enseignez à votre inconscient que vous pouvez vous libérer de ce qui ne sert plus. Le quatrième point est l'usage conscient de la parole. L'étape de Vénus, liée à la gorge, nous rappelle que ce que nous disons façonne la réalité. Passez une journée entière à prêter attention aux mots que vous utilisez pour parler de vous-même et des autres. Combien de fois vous diminuez-vous, même sur le ton de la plaisanterie? Combien de fois renforcez-vous un problème au lieu de chercher une solution? Modifiez délibérément votre vocabulaire. Remplacez « je ne peux pas » par « j'apprends ».
Remplacer « ça ne changera jamais » par « je crée de l'espace pour que cela change ». La parole est le moule dans lequel la vie se déverse. La cinquième pratique est l'intégration entre l'action et la contemplation. Le soleil et la lune dans le calice nous rappellent qu'agir sans écouter conduit à l'épuisement et qu'écouter sans agir mène à la stagnation. Établissez un rythme hebdomadaire comprenant des moments de silence profond, méditation, prière, marche sans téléphone, et des moments d'action ciblée où vous vous engagez à accomplir ce que vous avez évité. Cet équilibre ne naît pas tout seul. Il doit être cultivé avec discipline jusqu'à devenir naturel. Le sixième point est de créer un symbole personnel. Prenez un carnet et dessinez un emblème représentant votre parcours. Il peut contenir des éléments du vitriol, des couleurs, des formes, des mots qui ont du sens pour vous. Placez-le à un endroit visible et regardez-le chaque jour comme un rappel silencieux de l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Les symboles parlent directement à la partie la plus profonde de la psyché. En garder un près de vous revient à maintenir la flamme de l'œuvre allumée. La septième stratégie est de servir le monde à partir de votre transformation. L'alchimie n'est pas faite pour être enfermée dans un coffre intérieur. Choisissez une manière concrète de contribuer. Partager un savoir, soutenir quelqu'un en difficulté, créer quelque chose qui inspire. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose aux yeux du monde. Il suffit que ce soit vrai et authentique. Lorsque vous offrez au monde la lumière que vous avez cultivée, elle se multiplie. Enfin, établissez un rituel de clôture de la journée. Avant de dormir, demandez-vous « Qu'ai-je affiné en moi aujourd'hui? Qu'ai-je rendu plus pur ?» Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de garder vivant le souvenir que chaque jour est un pas dans la grande œuvre. Même si ce pas semble petit, il compte. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une partie de ce plan, vous commencerez à percevoir des changements subtils. Plus de clarté dans vos décisions, plus d'équilibre émotionnel, plus de présence au quotidien. Et avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'encore plus précieux. La sensation d'être aligné avec votre essence, de vivre non pas seulement en réagissant à ce qui arrive, mais en créant à partir d'un centre stable et éveillé. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et passer au contenu suivant ou décider qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie sera le champ d'application de tout ce que vous avez appris ici. Si ce chemin résonne pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à approfondir la voie. Aimez cette vidéo pour qu'elle soit trouvée par d'autres chercheurs et partagez dans les commentaires vos expériences, perceptions et défis. Votre histoire peut être l'étincelle qui allume la transformation chez quelqu'un d'autre.